Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une histoire de l'ADN. Alors aujourd'hui, l'ADN, tout le monde connaît. C'est l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire le nom compliqué d'une molécule qu'on préfère abréger par cet acronyme ADN. Et cet acide nucléique, on s'en sert pour faire des tests de paternité, des banques de séquences pour mettre en évidence l'évolution de l'espèce humaine par exemple. On s'en sert pour faire des OGM, donc de la transgénèse, pour soigner des personnes malades au moment du Téléthon. On s'en sert même comme modèle pour construire des tours, ici à Londres, pour faire des œuvres d'art de Salvador Dali, ou pour le titre de film comme Bienvenue à Gattaca. Cette molécule, on la voit partout. Et pourtant, pendant des dizaines d'années, personne n'a voulu croire et admettre que cette molécule ait un quelconque rôle dans l'hérédité, c'est-à-dire dans la transmission des caractères d'origine génétique. Autrement dit, on n'a pas compris que c'était le support de l'information génétique alors qu'on l'avait sous les yeux pendant presque 100 ans. Ce que je vais vous proposer donc maintenant, c'est l'évolution des idées qui a permis de passer d'une molécule vue comme complètement ringarde et inutile à la plus importante des molécules en biologie en fait. On commence dans les années 1870. En Suisse, dans un hôpital, Micher est un physiologiste qui fait des expériences pas très ragoûtantes, notamment en récoltant du pus dans des pansements de personnes qui ont été gravement blessées. Et dans ce pus, il s'amuse à répertorier toutes les molécules qu'il peut trouver et qui appartenaient à des cellules particulières, notamment des globules blancs. Et ce qu'il remarque, c'est qu'à l'intérieur du noyau des cellules, il y a une molécule qui est très riche en phosphore. Et le phosphore, il faudra bien s'en souvenir parce que c'est la marque de fabrique de l'ADN. Si vous avez du phosphore dans une molécule, il y a de grandes chances que ça soit de l'ADN. Et il va donner le nom de nucléine à cette molécule parce qu'on la trouve dans le noyau, et ça vient de nucleus en latin, ça donne nucléaire aussi, mais ça donne nucléine, donc la molécule du noyau. Et c'est resté d'ailleurs quand on parle encore de nucléique aujourd'hui. Mais il ne va pas plus loin. C'est un biologiste ensuite allemand, ou plutôt un biochimiste allemand qui s'appelle Kossel, et qui en 1878, donc pas longtemps après, va démontrer qu'en fait il s'agit d'un acide. Alors un acide, ça veut dire qu'en fait il précipite avec certains alcools, certaines molécules comme ça, et c'est un acide phosphorique en réalité. C'est-à-dire que le phosphore est associé à des atomes d'oxygène, comme si on voit c'est le groupe PO4-, et qui donne la première lettre de l'ADN. Il comprend, Kossel, que c'est en fait un acide nucléique composé de 5 éléments de base. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des nucléotides, mais lui il les appelle pas comme ça parce qu'il n'a pas réussi à comprendre vraiment leur structure. On a l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine, donc ça donne A, T, G et C, et un 5e élément qui s'appelle l'uracile, U, qu'on trouve uniquement dans un type d'acide nucléique qu'on appelle l'ARN, et qu'il faut distinguer de l'ADN. Kossel n'ira pas plus loin, ensuite c'est la Première Guerre mondiale et les grands travaux de recherche vont commencer à passer progressivement aux États-Unis d'Amérique. Levene, c'est un Américain qui en 1919 va démontrer la structure de l'élément de base de l'ADN. C'est ce qu'on appelle un nucléotide. En effet, l'ADN c'est une macromolécule qui est composée à 100% de nucléotides. Alors c'est quoi un nucléotide? Bon, je vous le montre, faut pas avoir peur, c'est pas très grave, il y a pire dans la vie. C'est l'assemblage de 3 éléments, 2 qui sont systématiquement les mêmes, on les appelle les éléments constants. C'est l'acide phosphorique, dont je viens de vous parler, c'est le désoxyribose, qui donne ce deuxième motif ici. Alors c'est quoi ça? C'est un sucre, un élément de la famille des glucides, donc on l'appelle ribose. Et ribose c'est un pentagone, parce qu'il y a 5 atomes de carbone dedans, contrairement au glucose par exemple, il y en a 6. Donc on les appelle 1', 2', 3', 4', 5', c'est 5 atomes de carbone là, reliés comme ça. Et il leur manque un oxygène, c'est pour ça qu'on dit désoxy, parce qu'il manque un oxygène au ribose. Okay. Et le 3e élément de base, c'est ce qu'on appelle la base azotée, parce que justement, il y a de l'azote à l'intérieur. Et ça, c'est le seul élément variable de la molécule, puisque entre les différents nucléotides, c'est la seule chose qui change. Vous voyez, c'est cette partie en bleu. Le rouge et le jaune, c'est toujours pareil, c'est un motif invariable. Au contraire, le bleu change tout le temps. Ça, c'est la thymine, ça, c'est l'adénine, ça, c'est la cytosine, et ça, c'est la guanine. Alors, jamais Levene n'a imaginé que la molécule était structurée avec 2 brins l'un en face de l'autre.
et en plus antiparallèle, c'est-à-dire que la partie 5' remonte vers 3', alors que là c'est 5' qui descend vers 3', ce qui fait que les deux brins sont en fait l'un en face de l'autre, mais à l'envers de l'autre. Leuven ne le comprend pas ça. Pour lui, l'ADN c'est juste un brin constitué de quelques nucléotides qui s'enchaînent. Et donc pour lui, cette molécule, elle est pas très intéressante finalement parce que elle est très stéréotypée. C'est 4 lettres, donc ça peut être A, G, T, C, T, C, G, T, etc., etc. Ça risque pas d'informer grand-chose quant à la synthèse de structures complexes comme un organisme entier. Il faudrait imaginer une langue composée que de 4 lettres. C'est maigre. Donc pour Leuven, l'ADN, c'est une molécule stéréotypée, pas très intéressante et en plus qui n'a pas une structure d'intérêt. Pour lui, c'était juste des filaments qu'il a pu mettre en évidence d'ailleurs en laboratoire. Pour mettre en évidence la structure en double hélice de l'ADN, alors il va falloir changer de monde. Et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu'on va réussir à comprendre que l'ADN en fait c'est une double hélice. Ça c'est quelque chose que vous savez parce que vous avez forcément vu ces images que je vous montre là. Avec le logiciel Rastop, on voit l'ADN structuré dans l'espace comme une molécule qui possède 2 brins enroulés en hélice, c'est-à-dire qui tournent l'un en face de l'autre, comme ça. Sur chaque brin, vous trouvez des barreaux d'échelle qu'on appelle des nucléotides, et ces 2 brins se font face avec leur base azotée. Et quand on a A en face, on a T, quand on a G en face, on a C. Voilà, c'est comme ça que l'ADN est structuré dans l'espace. Aujourd'hui, tout le monde sait ça. Mais Leuven, en 1919, ne le comprend pas, alors que c'est un grand biochimiste. Et il sait parfaitement assembler les atomes de carbone, d'azote, de phosphore dans ces molécules. Mais il n'a pas idée une seconde que ce brin-là puisse être en face d'un autre. Comment on a fait pour l'imaginer, ça? Eh bien, c'est pas par le calcul, c'est pas par le raisonnement. C'est pas par des connaissances pointues en chimie organique. Non, c'est par l'observation avec les yeux. C'est-à-dire qu'il a fallu voir la molécule en vrai pour arriver à comprendre qu'elle était structurée comme ça. Et ça, c'est super important en biologie, comme dans toutes les sciences d'ailleurs, nous sommes des saint Thomas, on a besoin de voir pour croire. Et à ce jeu-là, la première personne qui va réussir à voir l'ADN, c'est Rosalind Franklin. C'est une femme absolument extraordinaire qui travaillait à Londres dans un laboratoire en sous-sol parce qu'elle utilise des rayons X qui sont très mutagènes. Et d'ailleurs, cette femme, c'est un martyr de la science et de la génétique parce qu'elle va mourir en 1958 à cause de cancers terribles, justement, enfin sans doute liés en tout cas à ces agents mutagènes qu'elle utilisait. Elle utilisait des rayons X parce que les rayons X ont une longueur d'onde qui est de l'ordre de la taille d'une liaison covalente, là ici entre 2 atomes. Et donc elle va réussir à voir les atomes et l'agencement des atomes à l'intérieur de la molécule d'ADN. Mais pour ça, elle doit d'abord la cristalliser. Donc elle met de l'ADN dans un liquide avec du sel, n'importe quel type de sel. Quand le sel cristallise, ça durcit la molécule d'ADN aussi. Ensuite, on la fait tourner et on la bombarde de rayons X. Et donc comme elle est solide, elle dévie les rayons X d'une certaine manière en fonction de sa forme. Et en fonction de sa forme, ce qu'on voit apparaître sur une plaque sensible qui se trouve juste derrière les rayons X, c'est ça. Et ça, eh ben c'est une hélice. Ouais. Imaginez un avion vu de face avec sa casserole, une casserole d'hélice là, en fait un trou au centre. Vous avez une pale d'hélice et vous avez une deuxième pale d'hélice. Par contre, ces 2 pales d'hélice sont décalées l'une derrière l'autre comme ça. En fait, vous voyez la molécule d'ADN comme ça, si je vous la montre sur Rastop. Et grâce à ça, Rosalind Franklin comprend tout de suite en 1952 que l'ADN c'est une double hélice et que les 2 brins s'enroulent dans l'espace comme le pas d'une hélice. C'est-à-dire, imaginez 2 hélices l'une derrière l'autre, et maintenant si j'avance, ça fait la molécule d'ADN, que je dessine comme ça. Elle le publie dans ses notes, on les a retrouvées, mais elle ne le publie pas dans des grandes revues comme Nature, même si elle va publier en 1953, mais sur uniquement cet aspect-là. Le modèle de la double hélice va être publié par Watson et Crick la même année, en 1953, dans un très très grand article très connu, où il montre que l'ADN est donc structuré comme ça. Watson et Crick seront nobelisés en 1963, donc 10 ans plus tard. Rosalind Franklin, non, puisqu'elle est morte, et qu'on n'attribue pas de prix Nobel à titre posthume. C'est comme ça. Mais dans tous les cas, il faut retenir absolument son nom, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu mettre en évidence la structure de l'ADN. Et la structure de l'ADN nous permet de comprendre comment cette molécule, elle peut être le support de l'information génétique. En effet, pour être support de l'information génétique, il faut être en capacité de se répliquer, c'est-à-dire de se dédoubler. Pour qu'une cellule donne une information à 2 cellules filles lorsqu'elle se reproduit, par exemple lors de la mitose.
Eh bien, il suffit de regarder la molécule d'ADN dans l'espace pour le comprendre. Là, ici, vous avez deux brins d'ADN qui se font face. Comme je vous l'ai dit, ils sont complémentaires, c'est-à-dire que A est en face de T, T est en face de A. Si j'ai un brin, le brin rouge, je peux refaire le brin bleu. Okay. Donc si j'ai A, T, G, G, C, je peux faire en face T, A, C, C et G, etc. Cette molécule, elle est assemblée par des liaisons faibles entre les bases azotées, qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Alors c'est quoi ça, une liaison hydrogène? C'est la liaison qui permet à deux molécules d'eau de se retenir l'une à l'autre. Comme vous voyez entre mes doigts ici, je fixe de l'eau et j'arrive à faire tenir l'eau, comme ça même sous mon doigt. Et donc ces liaisons-là sont des liaisons très faibles, mais qui permettent d'avoir une cohérence. Mais comme elles sont faibles, on peut casser facilement la molécule. Si la molécule s'ouvre, comme ça, alors elle peut être répliquée des deux côtés, parce que chaque brin contient l'information nécessaire à la synthèse du deuxième brin. Cette réplication de l'ADN, qui est essentielle, elle est liée directement à sa forme, à sa structure. Et ça a été démontré par Mendelssohn et Stahl notamment, mais aussi par John Cairns, qui a écrit un article dans Pour la science dans les années 70, là, où il montre qu'avec une autoradiographie, si je prends de l'ADN d'un chromosome bactérien, qui est un chromosome de type circulaire, donc le chromosome bactérien, il est comme ça, normalement, là. Si je le rends radioactif, grâce par exemple à du phosphore 32, donc je rends les phosphores radioactifs, à ce moment-là, je vois que l'ADN est double brin parce qu'il est très épais comme ça. Et ce que remarque John Cairns, c'est qu'au moment où l'ADN se réplique, on a un brin fin à gauche qui se forme et un brin fin qui se forme au-dessus. C'est-à-dire qu'on a un œil de réplication qui apparaît comme ça. Ça, c'est ce qu'il voit par autoradiographie. Et ça, c'est ce qu'il interprète. Il dit, voilà, en fait, l'ADN, quand il est double brin radioactif, ça fait quelque chose d'épais comme ça. Mais quand il s'ouvre, il se sépare en deux, comme ça. Et chaque brin reformé, lui, en jaune, là, n'est pas radioactif parce qu'il s'était arrangé pour que les brins nouveaux n'aient plus d'éléments radioactifs. On dit brin froid. Et grâce à cette image, même si c'est pas forcément super parlant, il arrive à montrer que, en fait, un ADN nouveau, il est formé d'un brin ancien, puisqu'il était radioactif, le rouge, et d'un brin nouveau qui se colle à celui-là selon la complémentarité des bases et qui là ici n'est pas radioactif. C'est comme ça qu'il le démontre. Je ne sais pas si j'ai été très clair, sinon il faudra réécouter plusieurs fois, mais cette expérience elle est hyper célèbre et en fait elle démontre que la réplication de l'ADN elle est liée à l'agencement des nucléotides et au fait qu'on peut par complémentarité refabriquer un deuxième brin. Alors voilà, à ce stade, je vous ai montré que l'ADN était une double hélice constituée de 4 nucléotides et que les deux brins s'associent selon des bases complémentaires. Ça ne nous dit pas encore que l'ADN est vraiment le support de l'information génétique. Pour ça, il faudrait démontrer que cette molécule a une fonction informative, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de dire aux cellules de fabriquer telle ou telle structure. Et ça, on ne l'a pas encore démontré. C'est la deuxième partie de mon histoire de l'ADN que je vous propose de découvrir tout de suite dans la vidéo suivante.